Elle a dit, d'un ton neutre, que le mariage ne me plaçait pas au centre de sa vie et qu'elle avait d'autres priorités avant moi. J'ai hoché la tête. C'est ton choix. Puis j'ai commencé à traiter mon temps de la même manière, plus de changements d'emploi du temps de dernière minute, plus de soirées dehors quand j'en avais envie. Environ 4 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle avait l'impression que j'avais disparu. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Parfois, les conversations les plus importantes ont lieu dans les endroits les plus anodins. La mienne a eu lieu au café, le Fourni de Turenne, sur la rue de Turenne à Paris, un mercredi soir de fin septembre. J'avais quitté le travail plus tôt, je m'étais arrêté chez le fleuriste sur la rue du Faubourg Saint-Honoré pour acheter des dahlias, ses fleurs d'automne préférées, et j'avais appelé à l'avance pour faire une réservation parce que Nicole avait mentionné nonchalamment 2 semaines auparavant qu'elle voulait essayer leur shakshuka. Le genre de petit détail que je retenais toujours, sur lequel j'agissais toujours, que je concrétisais toujours. Nous étions mariés depuis 4 ans, ensemble depuis 6 ans au total, et je pensais sincèrement comprendre comment la rendre heureuse. Ce n'était pas compliqué, vraiment. Être attentif. Se souvenir des petites choses. Être présent, faire des efforts. J'avais bâti toute notre relation sur ces fondations. Le café était chaleureux et animé de l'énergie habituelle du Marais. De jeunes professionnels se détendaient après le travail. Des couples plus âgés partageaient des dîners tranquilles. Le genre d'endroit qui semble à la fois intime et vivant. Nous avons eu une table près de la fenêtre donnant sur la rue de Turenne, où les lampadaires commençaient tout juste à briller dans le crépuscule du début de l'automne. Nicole était magnifique dans cette robe bleu marine qu'elle avait portée au travail, ses cheveux relevés de cette manière décontractée qu'elle adoptait après une longue journée. Nous avons commandé une bouteille de vin, un vin espagnol qu'elle voulait essayer. Nous avons partagé l'entrée de toast à la ricotta avec du miel et du thym. Nous avons parlé de choses normales, quotidiennes. Son cours de poterie se passait bien, elle avait terminé 3 pièces cette semaine-là. Mon projet au travail se terminait enfin après des mois de chaos. Sa meilleure amie organisait une fête de fiançailles. Nous devions faire quelque chose pour le robinet de la cuisine qui n'arrêtait pas de goûter. Tout semblait complètement ordinaire, confortable comme le deviennent les longues relations, jusqu'à ce que je mentionne la ligue de football. Je pense rejoindre cette ligue de loisirs le jeudi soir, ai-je dit, en cassant un morceau de toast. Benoît du travail dit qu'ils ont besoin d'un ailier gauche, et je n'ai pas joué depuis l'université. Nicole n'a pas levé les yeux de son téléphone. Elle faisait défiler quelque chose, son pouce bougeant distraitement sur l'écran. Les jeudis, ça ne m'arrange pas. J'ai posé mon verre de vin. Je ne te demandais pas si ça t'arrangeait. Je le mentionnais simplement. Elle a alors posé son téléphone et m'a regardé avec ce regard direct qu'elle utilise quand elle est complètement honnête, le regard qui dit qu'elle a mûrement réfléchi à quelque chose et qu'elle a pris sa décision. Il faut que tu comprennes quelque chose, Julien. Le mariage ne te place pas au centre de ma vie. J'ai d'autres priorités avant toi. Le jeudi, c'est ma soirée pour le cours de poterie, et je pourrais l'étendre pour inclure l'atelier avancé ensuite. J'ai besoin de ce temps pour moi. Les mots sont tombés, nets, précis, tel un diagnostic médical délivré avec un détachement professionnel. À la table voisine, un couple d'une 60aine d'années célébrait son anniversaire, riant autour d'une coupe de champagne et partageant des bouchées de dessert. Derrière nous, 2 amies étaient en pleine conversation à propos d'un livre qu'elles avaient toutes les deux lu. Des bruits de restaurants normaux, une atmosphère de soirée normale, et ma femme venait de me dire que je n'étais pas sa priorité. Notre shakshuka est arrivé, de la vapeur s'élevant de la poêle en fonte. Le serveur a demandé si nous avions besoin de quelque chose d'autre. Nicole a dit « non, merci » et a pris sa fourchette. Elle a pris une bouchée, a émis un petit son de satisfaction, et a continué à manger comme si elle venait de commenter la météo plutôt que de redéfinir fondamentalement notre mariage. « C'est ton choix », ai-je dit doucement, prenant machinalement une bouchée d'un plat que je pouvais à peine goûter. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à une opposition, une dispute, une sorte de négociation. Exactement. Je suis contente que tu comprennes. J'avais peur que tu le prennes mal. Le prendre mal ? Comme s'il y avait une bonne manière d'entendre son conjoint vous dire que vous n'êtes pas assez important pour être pris en compte dans ses décisions. J'ai fait signe pour l'addition. Le serveur avait l'air confus. Nous avions à peine touché notre plat principal, mais il l'a apporté sans poser de questions.
Nous n'avons pas encore pris de dessert, a dit Nicole, jetant un coup d'œil au menu. Ils ont cette tarte au chocolat que tu aimes. Je n'ai plus faim. Le trajet de retour vers notre appartement du Marais a duré 15 minutes. Nicole faisait défiler Instagram, me montrant de temps en temps des photos de pièces de poterie qu'elle admirait, des bols aux glaçures intéressantes, des vases aux formes inhabituelles. Elle semblait sincèrement détendue, soulagée même, que j'ai si bien pris sa déclaration, que je n'en ai pas fait toute une histoire, que je n'ai pas créé de drame ni exigé d'explication. J'ai gardé les yeux sur la route, naviguant dans les rues familières pendant que mon esprit analysait ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une information nouvelle, pas vraiment. Je sentais que cela se préparait depuis des mois, peut-être plus longtemps. La façon dont elle avait mentionné nonchalamment qu'elle avait prévu un week-end entre filles à Deauville le même week-end que l'enterrement de vie de garçon de mon ami d'université. Comment j'avais appelé mon copain pour m'excuser, prétextant un imprévu, tout en entendant la déception dans sa voix. La partie de pêche avec mon père que j'avais annulée parce que Nicole avait besoin de moi à la maison pour le dîner qu'elle avait organisé. Pas que nous avions organisé. Qu'elle avait organisé et dont elle m'avait informé 3 jours avant. Mon propre anniversaire il y a quelques semaines, quand j'avais voulu un dîner tranquille avec quelques amis et qu'elle avait dit « Oh, mais j'ai cette conférence à Londres ce week-end. Tu te souviens ?» Je ne m'en souvenais pas parce qu'elle n'avait jamais demandé si ce week-end convenait. Elle l'avait simplement réservé. J'avais donc fêté mes 34 ans seul, en commandant à emporter et en regardant un match du Paris Saint-Germain par moi-même. Rien de tout cela n'avait été malveillant. Nicole n'était pas cruelle. Elle était simplement centrée sur elle-même, partant du principe que ses priorités étaient nos priorités, que ma flexibilité était infinie, que mes propres désirs et besoins étaient en quelque sorte moins urgents que les siens. Quand nous sommes rentrés à notre appartement, elle a directement commencé sa routine du soir. J'entendais le robinet de la salle de bain couler, le son de sa brosse à dents électrique, l'armoire s'ouvrir et se fermer pendant qu'elle suivait son régime de soins de la peau élaboré et les mêmes sons que j'avais entendus 1000 nuits auparavant, qui semblaient soudain différents, plus lourds d'une nouvelle signification. Je me suis assis sur le bord de notre lit, en réfléchissant. La chambre était sombre, à l'exception de la lampe sur ma table de chevet. Sur sa commode se trouvait une photo encadrée de notre mariage. Nous rions tous les deux, mon bras autour de sa taille, nous regardant comme si nous venions de découvrir quelque chose de merveilleux. Il y a 4 ans. M'étais-je leurré tout ce temps? Si je n'étais pas le centre de sa vie, si le mariage ne l'obligeait pas à me prendre en considération lorsqu'elle prenait des décisions, alors l'inverse devait être également vrai. C'était une logique simple, vraiment. Elle avait établi les règles du jeu. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les suivre. Aucune annonce dramatique nécessaire, aucune confrontation colérique, aucun ultimatum ni menace, juste un changement interne silencieux dans ma façon d'aborder notre relation. J'avais passé 4 ans à être celui qui s'accommode, le flexible, celui qui s'ajuste, fait des compromis et réorganise sa vie pour s'adapter à la sienne. À partir de ce soir, cela changeait. Elle est sortie de la salle de bain dans son pyjama en soie, le bleu que je lui avais acheté pour Noël. Elle s'est glissée dans le lit comme si c'était un mercredi soir comme les autres, comme si elle n'avait pas fondamentalement modifié la dynamique de notre relation autour d'une shakshuka et d'un verre de vin. « As-tu mis le réveil ?» demanda-t-elle en tirant les couvertures. « Oui, bien. J'ai cette livraison de poterie tôt demain avant le travail. Un client vient chercher 3 pièces sur mesure. » Elle m'a embrassé sur la joue, un geste d'affection habituel qui semblait maintenant mécanique. Elle a éteint sa lampe. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle s'est rapidement endormie. Sa respiration s'est régularisée en quelques minutes. Elle avait ce talent. Elle pouvait s'endormir n'importe où, n'importe quand, sans être accablée par la surréflexion ou l'inquiétude. Pendant ce temps, je suis resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la ville à l'extérieur de notre fenêtre, une voiture qui passe, quelqu'un qui rit sur le trottoir en bas, la plainte lointaine d'une sirène. Pour elle, juste un autre mercredi. Pour moi, la nuit où j'ai cessé d'être le seul à me soucier de nous. Le lendemain matin a commencé comme tous les matins. Mon réveil a sonné à 6h30. Nicole a appuyé 2 fois sur la touche rappel avant de finalement se lever, titubant vers la salle de bain, encore à moitié endormie. J'ai fait du café, fort et noir comme nous l'aimions tous les deux, et je me suis assis à la table de la cuisine pour consulter mes courriels sur mon téléphone.
Elle est apparue 20 minutes plus tard dans ses vêtements de travail, pantalon noir, chemisier blanc, ce cardigan vert qu'elle gardait au bureau pour quand la climatisation était trop forte. Une énergie pressée, toujours en mouvement, attrapant sa tasse de voyage, son sac, ses clés sur le crochet près de la porte. N'oublie pas que mon exposition de poterie est samedi à 18 h, dit-elle, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte, son manteau à moitié enfilé. À l'atelier de Montreuil. Je pense qu'il y aura une trentaine de personnes, peut-être plus. Un propriétaire de galerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré est censé venir. En temps normal, ou même la veille encore, je l'aurais déjà noté dans mon calendrier. J'aurais déjà confirmé 3 fois avec elle que je serais là. Demander si je devais apporter quelque chose. Proposer d'aider à installer. Je vais vérifier mon emploi du temps. Elle a cessé de bouger. Elle est devenue complètement immobile, ce qui était rare pour Nicole le matin. Comment ça, vérifier? Tu connais cette exposition depuis 2 mois. Ai-je confirmé que je serais là? Elle m'a regardé fixement, essayant de deviner si je plaisantais. Tu es mon mari, Julien. Mais tu as clairement dit hier soir que le mariage ne me plaçait pas au centre de ta vie. Alors, j'ai pensé que je devrais vérifier mes autres engagements avant de confirmer. Sa bouche s'est légèrement ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Sa voix s'est éteinte, incapable d'articuler ce qu'elle voulait dire sans contredire ses propres paroles de 12 heures plus tôt. Fais-moi savoir les détails et je verrai si je peux m'arranger, ai-je dit, en prenant une autre gorgée de café, reportant mon attention sur mon téléphone. Très bien. Peu importe. Elle est partie, la porte se fermant avec plus de force que nécessaire, mais pas tout à fait un claquement. Je suis resté assis là encore 10 minutes, finissant mon café dans l'appartement silencieux avant de me préparer pour le travail. Quelque chose avait changé. Elle l'avait senti, même si elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait. Le jeudi s'est passé tranquillement. Nous avons échangé des textos sur des choses banales, acheter du lait, payer une facture d'électricité et des échanges superficiels qui évitaient l'éléphant qui vivait désormais dans notre mariage. Ce soir-là, elle avait son cours de poterie. Je suis resté à la maison, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, j'ai regardé le match. 2 personnes, un appartement, des vies séparées. Le lendemain après-midi, mon collègue Benoît s'est arrêté à mon bureau vers 15 h. Il avait cet air désinvolte et plein d'espoir de quelqu'un sur le point de lancer une invitation qu'il s'attend à voir refusée. Quelques-uns d'entre nous jouent au poker ce soir chez moi à Vincennes. Rien d'extraordinaire, juste de la bière et des cartes. Tu viens? Benoît m'invitait à ces parties depuis des mois, peut-être près d'1 an. Chaque fois, je refusais. Le vendredi était censé être notre soirée, la soirée en amoureux, la soirée cinéma, ou simplement la soirée à la maison de Nicole et moi. Sauf que dernièrement, notre soirée signifiait qu'elle avait mentionné un événement auquel elle s'était engagée, une amie qui avait besoin d'elle, un cours qu'elle voulait prendre. Et je finissais seul de toute façon, commandant à emporter et regardant le match du moment. Cette fois, je n'ai pas hésité. Oui, je viens. Ses sourcils se sont haussés, une véritable surprise traversant son visage. Vraiment? Tu es sûr que ça ne dérangera pas ta femme? J'ai pensé aux mots de Nicole au café. Le mariage ne te place pas au centre de ma vie. J'ai d'autres priorités avant toi. Les priorités sont personnelles, ai-je dit. Vers 17 h, j'ai envoyé un texto à Nicole, sans demander la permission, sans solliciter d'approbation, simplement pour l'informer. Je joue au poker avec les gars du travail ce soir. De retour vers 23 h. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement. Ok. Un seul mot. Pas de question, pas de plainte, pas de culpabilisation. Peut-être était-elle soulagée d'avoir la soirée pour elle. Peut-être qu'elle s'en fichait. Quoi qu'il en soit, le message était clair. L'appartement de Benoît était un appartement typique de Vincennes au 3e étage sans ascenseur. Briques apparentes, meubles dépareillés, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes. 5 gars du travail étaient déjà là quand je suis arrivé, Benoît, Thomas de la comptabilité, Stéphane et Michel de l'informatique, et Daniel, qui travaillait dans l'immeuble d'à côté et était devenu d'une manière ou d'une autre partie de notre groupe. Julien est vraiment venu, a dit Thomas, souriant et me tendant une bière.
Je commençais à croire que tu étais une légende urbaine. L'appartement sentait la pizza et la bière. Du rock classique joué depuis une enceinte Bluetooth. Les cartes étaient déjà sur la table, les jetons triés en piles. Rien d'extraordinaire, rien de compliqué. Juste une bande de gars dans la trentaine qui prenaient une pause du travail, des femmes, des hypothèques et des responsabilités d'adultes. Nous avons joué pendant 3 heures. Un poker terrible, honnêtement. Tout le monde bluffait trop, faisait des gestes évidents, riait quand ils auraient dû être sérieux. J'ai perdu 40 € et je m'en fichais. Il ne s'agissait pas des cartes. Il s'agissait de se souvenir de ce que c'était que d'exister simplement sans surveiller l'humeur, les besoins ou l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Tu sembles différent ce soir, a dit Benoît pendant une pause pendant que Thomas distribuait la main suivante. Plus détendu ou quelque chose comme ça. Oui, ça fait du bien de juste passer du temps ensemble. Le mariage te traite bien? J'ai réfléchi à la façon de répondre. Le mariage m'apprend des leçons importantes sur les priorités. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, bien qu'il ne pouvait absolument pas savoir ce que je voulais dire. Je suis rentré à la maison à 23h15. L'appartement était silencieux, seule une lampe était allumée dans le salon. Nicole était recroquevillée sur le canapé en pantalon de survêtement et un vieux t-shirt d'université, un verre de vin à la main, regardant une émission de télé-réalité sur des gens qui essaient de rénover des maisons. « Comment s'est passée ta soirée ?» demanda-t-elle, sans détourner les yeux de la télévision. « Bien. Et la tienne ?» ? « Bien. » C'était tout. Pas d'accusation, pas de culpabilisation, juste 2 personnes vivant des soirées séparées sous le même toit. Le samedi matin, Nicole était déjà levée quand je me suis réveillé vers 8h. Elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, travaillant sur quelque chose pour l'exposition. Probablement les descriptions de chaque pièce, la liste des prix, la déclaration d'artiste sur laquelle elle se torturait depuis des semaines. « Alors, tu seras là à 18h, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son écran. « Le studio ouvre aux invités à 18h, mais je dois être là à 17h pour installer. Tu pourrais venir plus tôt si tu veux aider. » Je me suis servi du café dans la cafetière qu'elle avait déjà préparée. « En fait, je vais au match aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain joue contre l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Thomas nous a eu des billets. » Ses mains se sont arrêtées sur le clavier. Elle a levé les yeux lentement. « Et mon exposition ? » J'ai vérifié mon emploi du temps. J'avais des projets aujourd'hui. Mais c'est important pour moi, Julien. Ce propriétaire de galerie pourrait vraiment mener à quelque chose de concret. J'ai besoin de toi là-bas. Je me suis assis en face d'elle avec mon café, la regardant droit dans les yeux. Je sais que c'est important. J'espère que ça se passera bien. Envoie-moi des photos de l'installation. Tu choisis sérieusement un match de football plutôt que mon exposition ? J'honore un engagement que j'ai pris. La même chose que tu fais avec ton cours de poterie, tes ateliers, tes événements de réseautage. C'est complètement différent. En quoi est-ce différent ? Elle a ouvert la bouche pour expliquer, puis l'a refermée, parce que ce n'était pas différent et nous le savions tous les deux. Elle n'aimait tout simplement pas être de l'autre côté du même traitement qu'elle m'avait infligé. J'ai passé l'après-midi au Parc des Princes avec Thomas, Stéphane et Michel de la partie de poker. Un temps de septembre parfait ensoleillé mais pas chaud, juste assez de brise pour que ce soit confortable. Nous avions des places le long de la ligne de touche, assez près pour entendre les impacts du ballon, les joueurs se criant des ordres. Des hot dogs hors de prix et de la bière qui avait un goût meilleur qu'ils n'en avaient le droit. Le match était serré, un va-et-vient, le genre qui vous tient en haleine. Fin de la deuxième mi-temps, égalité un partout. L'OM a fait entrer son meilleur défenseur et, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, notre jeune avant-centre a décoché un tir en pleine lucarne. But à la dernière minute pour la victoire. Le stade entier a explosé. Des dizaines de milliers de personnes criant, sautant, étreignant des inconnus. Une joie pure et simple. Le mariage te va bien, mec, a dit Thomas après, alors que nous sortions avec la foule, encore grisée par la victoire. Tu sembles plus détendu que je ne t'ai vu depuis des années. Plus comme ton ancien toi. Si seulement il savait. La détente ne venait pas du mariage. Elle venait du fait d'avoir enfin cessé de me plier en 4 pour m'adapter à la vie de quelqu'un d'autre.
Le dimanche matin, Nicole était différente, silencieuse d'une manière qui semblait délibérée, chargée de choses qu'elle ne disait pas. Je me suis réveillé pour la trouver déjà éveillée, assise contre la tête de lit avec son téléphone, faisant défiler sans vraiment regarder quoi que ce soit. Juste le mouvement de défilement, une habitude nerveuse. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour. » Plat, distant. Je me suis levé, j'ai suivi ma routine habituelle, douche, m'habiller, me diriger vers la cuisine pour faire le café. Elle a suivi quelques minutes plus tard, enveloppée dans son peignoir, son expression entre la confusion et la blessure. J'ai demandé comment s'était passée l'exposition pendant que je mesurais le café moulu. « Bien, dit-elle. » Une seule syllabe, coupée court. « Le propriétaire de la galerie est venu ? » « Oui. » « Et il a pris ma carte. Il a dit qu'il me contacterait. » Les mots n'avaient aucun enthousiasme, aucune de l'énergie excitée que Nicole avait habituellement en parlant de sa poterie. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec notre café, le journal du dimanche étalé entre nous, mais aucun de nous ne le lisait vraiment. Le silence s'est étiré, inconfortable maintenant alors qu'il semblait autrefois amical. Finalement, elle a parlé. « Tu sors beaucoup ces derniers temps. » J'ai levé les yeux de la section des sports. Oui, c'est agréable de renouer avec des amis. J'avais oublié à quel point j'aimais juste passer du temps avec les gars. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose aujourd'hui, ensemble. La façon dont elle a dit « ensemble » semblait lourde, presque suppliante. Ça a l'air super pour toi, ai-je dit, en retournant mon attention vers le journal. Je retrouve mon père pour le petit déjeuner, puis je l'aide à réparer sa terrasse. Le bois pourrit depuis des mois, et il me demande de l'aide. Depuis quand as-tu des projets fixes avec ton père ? Depuis que j'ai décidé d'honorer aussi mes engagements envers d'autres personnes. Nous faisions ça tous les dimanches avant. Enfin, avant que d'autres choses ne prennent le dessus. Elle m'a regardé fixement par-dessus les tasses de café et le journal. Avant que quoi ne prenne le dessus ? Tes choses. Ton emploi du temps, tes besoins. Je l'ai dit sans colère, en énonçant simplement des faits. Je voyais mon père tous les dimanches. Puis tu as commencé à planifier des choses le dimanche, des brunchs avec tes amis, des ateliers de poterie, des excursions et j'annulais à chaque fois pour lui. Pendant 1 an, j'ai annulé pour mon père. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Tu n'as pas eu à le demander. Je pensais que c'était ça, être un bon mari. Être flexible, arrangeant, faire passer les besoins de son partenaire avant les siens. J'ai posé le journal et les regardé droit dans les yeux. Mais tu m'as appris que le mariage ne fonctionnait pas comme ça. Alors, je m'adapte. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-elle doucement, enroulant ses 2 mains autour de sa tasse de café comme si elle avait froid. Alors, que voulais-tu dire ? Silence. Elle n'avait pas de réponse qui ne contredirait pas tout ce qu'elle avait dit au café 4 jours plus tôt. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse dans l'évier. Je retrouve papa à 9 h. Je serai probablement de retour ce soir. Julien ? Oui. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose d'important, quelque chose qui réparerait ce qui se passait entre nous. Mais les mots ne sont pas venus. Rien. Dis bonjour à ton père de ma part. Je l'ai laissée assise à la table de la cuisine, le café refroidissant dans ses mains, goûtant enfin à ce que je ressentais depuis des mois. La semaine suivante, j'ai fait des changements plus importants. Le lundi, pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé notre conseiller financier et pris rendez-vous pour le mercredi après-midi. Nicole n'en avait aucune idée. Le mercredi, je me suis assis dans son bureau en ville et j'ai expliqué ce que je voulais, séparer les comptes d'investissement communs, créer un compte de retraite individuel, retirer Nicole comme bénéficiaire de ma police d'assurance vie, et la diviser entre mes parents et ma jeune sœur à la place. Il avait l'air mal à l'aise. Êtes-vous sûr de cela ? Complètement. Si le mariage ne fait pas de nous la priorité de l'autre, nous devrions planifier nos avenirs individuellement. J'ai signé les papiers. Tout était légal, logique et défendable, en utilisant sa propre philosophie. Le jeudi soir, le courrier est arrivé pendant que je préparais le dîner, le saumon, légumes rôtis, rien d'extraordinaire. Nicole est rentrée du travail et a vu l'enveloppe de notre société d'investissement. Elle l'a ouverte au comptoir de la cuisine, a lu pendant plusieurs minutes en silence. Qu'est-ce que c'est ?
Je n'ai pas levé les yeux des légumes que je coupais. Restructuration de compte. Tu as déplacé la moitié de nos économies de retraite sur un compte individuel. Mes économies de retraite sur mon compte individuel, ai-je corrigé, toujours concentré sur la planche à découper. Mais nous sommes mariés. Nous prenons ces décisions ensemble. Je l'ai finalement regardé. Selon toi, le mariage ne fait pas de nous la priorité de l'autre. Alors, j'ai pensé que nous devrions aussi planifier nos avenirs individuellement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire, alors? Silence. Elle ne pouvait pas s'expliquer sans se contredire. Je suis retourné à la découpe des légumes. Elle est restée là, les mains tremblant légèrement, fixant les documents financiers qui prouvaient que j'avais écouté très attentivement tout ce qu'elle avait dit. J'ai rejoint une ligue de football le jeudi soir. Je me suis inscrit à des cours de menuiserie le week-end qui entraient en conflit avec sa routine du marché du samedi matin. J'ai réservé une partie de pêche avec mon père pour le week-end de la Toussaint, le même week-end où Nicole avait voulu rendre visite à sa sœur à New York. Quand elle mentionnait ses projets maintenant, je disais simplement « amuse-toi bien ». Le vendredi de la deuxième semaine, elle a parlé de la fête de fiançailles de sa meilleure amie. « Nous devons leur acheter un cadeau, dit-elle. Quelque chose de bien de notre part à tous les deux. Tu devrais leur acheter ce que tu juges approprié. Nous sommes tous les deux invités. Je n'ai pas encore décidé si j'y vais. » Elle a levé les yeux de son ordinateur portable. « Comment ça? Ce sont mes meilleurs amis, Julien. » « Tes amis, mais tu les connais depuis des années. J'enverrai mes félicitations, mais je ne m'engage pas à être là. » Plus tard dans la soirée, je suis sorti boire un verre avec mes coéquipiers de foot. Je suis rentré vers minuit. Nicole était réveillée, m'attendant clairement. « Nous devons parler de ça, dit-elle depuis le canapé. »« De quoi? » ?»« Du fait que tu n'es plus jamais ici. » J'ai posé mes clés sur le comptoir. Je suis là maintenant. Mais j'ai aussi ma propre vie. N'est-ce pas ce que tu voulais? Le schéma s'est poursuivi pendant la 3e semaine. Football tous les jeudis. Menuiserie un samedi sur 2. Partie de poker 2 fois par mois. La partie de pêche avec mon père a eu lieu malgré sa déception évidente. J'ai manqué son dîner d'anniversaire avec des amis à cause d'un conflit d'horaire. J'ai sauté la collecte de fonds de son studio de poterie parce que j'avais des projets. Quand elle essayait de coordonner les choses, je disais « ça a l'air bien », sans m'engager. Je n'étais ni méchant ni vindicatif. Je traitais simplement mon temps comme elle m'avait appris que le temps devait être traité, comme une ressource personnelle à allouer en fonction des priorités individuelles. Elle a commencé à vérifier son téléphone constamment quand je ne répondais pas immédiatement à ses textos. Elle restait près de la porte quand je me préparais à partir, comme si elle voulait me demander où j'allais mais ne parvenait pas à formuler la question. Sa confiance, cette certitude facile qu'elle avait eue au café 3 semaines plus tôt, se fissurait. Le mardi soir de la 4e semaine, je m'habillais pour dîner avec mon frère, Adrien, qui était en ville depuis Barcelone. Nicole m'observait depuis le lit, son ordinateur portable ouvert mais ne travaillant manifestement pas. « Encore une soirée dehors ?» demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte. « Oui, je n'ai pas vu Adrien depuis 6 mois. »« Et moi ?» J'ai fait une pause, ma chemise à moitié boutonnée. « Et toi ? » Je suis là. On pourrait commander au bistrot de l'Huître, regarder cette série documentaire dont on a parlé. Tu n'as pas besoin que je sois là pour profiter de ta soirée. Mais je veux que tu sois là. C'était nouveau. La première fois depuis ce dîner au café qu'elle admettait vouloir mon temps, ma présence, mon attention. J'ai fini de boutonner ma chemise. C'est gentil. Mais j'ai déjà des projets. Annule-les. Je me suis arrêté, les regarder droit dans les yeux. Pourquoi annulerais-je mes projets? Parce que je suis ta femme, Julien. Mais le mariage ne fait pas de toi ma priorité. Tu te souviens? Tu me l'as expliqué assez clairement. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Je vis exactement comme tu as dit que nous devrions vivre. Arrête de me renvoyer mes propres mots à la figure. Je ne te les renvoie pas. Je les applique de manière égale. J'ai pris mes clés sur la commode. Attends, dit-elle,
d'une voix plus faible maintenant. Pouvons-nous parler quand tu rentreras? Si tu es encore réveillé. Le dîner avec Adrien était super. Nous sommes allés dans un endroit du quartier latin, avons parlé de son nouveau travail, de sa récente rupture, du bon vieux temps où nous pensions avoir tout compris à la vie. Il a remarqué quelque chose de différent chez moi. Tu as l'air bien, a-t-il dit au dessert. Plus centré. Oui. Tout va bien avec Nicole? Au moins, c'est honnête. Quand je suis rentré vers 22h30, Nicole était encore réveillée. Elle s'était mise en pantalon de survêtement et était assise sur le canapé avec du vin, le téléphone face contre terre à côté d'elle. Comment s'est passée ta soirée, ai-je demandé. Solitaire. Le mot unique flottait entre nous. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté d'elle sur le canapé comme avant. J'ai l'impression que tu as disparu, dit-elle doucement. Je suis juste là. Non, tu n'es pas là. Tu es physiquement ici, mais tu es parti. Intéressant. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti pendant un an. Ne fais pas ça. Faire quoi? Agir comme si je ne comptais pas pour toi. Je me suis adossé dans le fauteuil. Tu comptes pour moi. Mais tu n'as pas le droit de compter plus que tu ne me laisses compter pour toi. Le silence s'est étiré. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essuyait sans cesse. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Ce qui te manque, c'est d'avoir quelqu'un qui fait de toi sa priorité sans que tu aies à rendre l'appareil. Ce n'est pas vrai. Quand as-tu changé tes plans pour moi pour la dernière fois, ai-je demandé. Elle ne pouvait pas répondre. Quand as-tu choisi de passer du temps avec moi plutôt qu'autre chose que tu voulais? Silence. Quand as-tu pris une décision basée sur ce qui était le mieux pour nous au lieu de ce qui était le mieux pour toi? Elle pleurait plus fort maintenant. Je ne réalisais pas que je faisais ça. Que j'étais égoïste. Tu n'étais pas égoïste, ai-je dit. Tu étais clair sur tes priorités. Je respecte simplement ces priorités et je fixe les miennes. Mais je ne veux pas de ça. Tu ne veux pas de quoi? De l'indépendance? Parce que c'est ce que tu as demandé. Je voulais un équilibre. Non, ai-je dit doucement. Tu voulais que je fasse des sacrifices alors que tu n'avais pas à en faire. Ce n'est pas un équilibre. Elle s'est appuyée contre le réfrigérateur, les épaules secouées de sanglots. Pendant 4 ans, j'ai été le seul à faire des sacrifices, à ajuster mon emploi du temps, à annuler des projets, à faire passer tes besoins en premier. Je pensais que c'était ce que faisaient les partenaires, mais tu m'as montré que le mariage n'exigeait pas ce niveau d'engagement. J'avais tort, dit-elle. Avais-tu tort, ou es-tu simplement mal à l'aise avec les conséquences? Les deux. J'avais tort et je déteste ce que je ressens. Bien. Maintenant tu comprends ce que j'ai ressenti chaque fois que je suis passé après ton cours de poterie, tes week-ends entre filles, tes événements de réseautage. Je veux réparer ça. Je me suis levé. Vouloir et faire sont deux choses différentes. Dis-moi comment réparer ça. Je ne peux pas te dire comment. Tu dois découvrir si tu veux vraiment un partenariat ou si tu veux juste que les choses redeviennent comme avant. Quelle est la différence? Un partenariat signifie que nous faisons tous les deux des sacrifices parfois. Nous nous priorisons tous les deux. Nous faisons tous les deux des choix basés sur ce qui est le mieux pour nous, pas seulement ce qui est pratique pour moi ou ce qui est pratique pour toi. Je peux faire ça. J'ai besoin de le voir, pas de l'entendre. Elle a essuyé ses yeux. Combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra pour que j'aie confiance que c'est réel et non simplement parce que la situation te met mal à l'aise. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je vais me coucher. Entraînement de foot à 6 heures. Pouvons-nous parler davantage demain? Si tu veux. Je l'ai laissée sur le canapé, comprenant enfin ce qu'elle avait fait. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé. Pas dans ce que je faisais, j'ai maintenu mes limites, mon emploi du temps, ma nouvelle normalité, mais dans ce que Nicole faisait. Le jeudi soir de la 5e semaine, je suis rentré du foot pour la trouver dans la cuisine. L'appartement sentait incroyablement bon. Elle avait préparé des pointes de beefsteak, de la purée de pommes de terre à l'ail, des choux de Bruxelles rôtis. Mon repas préféré. J'ai annulé mon cours de poterie ce soir, dit-elle, en servant la nourriture.
Je voulais préparer le dîner pour mon mari. J'étais prudent, méfiant. Ça sent bon. Pendant le dîner, elle a posé des questions sur le football. De vraies questions, avec des questions de suivi et un intérêt sincère. Elle m'a parlé du travail mais l'a formulé en termes de nos finances, de notre avenir, de ce que cela signifiait pour nous au lieu de seulement pour elle. La semaine suivante, la fête de fiançailles de sa meilleure amie est revenue sur le tapis. « Viendras-tu avec moi » demanda-t-elle. « J'aimerais vraiment que tu sois là. » « Pourquoi ? » « Parce que je veux passer du temps avec toi, et je veux que mes amis nous voient ensemble, heureux. » J'ai accepté. Nous sommes allés à la fête dans le 13e arrondissement, et Nicole est restée à mes côtés toute la soirée au lieu de faire du réseautage à travers la pièce. Elle m'a présenté comme « mon mari », avec une chaleur sincère. Nous sommes partis tôt, ensemble. « Merci d'être venu », dit-elle dans la voiture. C'était vraiment amusant. La 7e semaine, elle a été invitée à une retraite de poterie dans le Perche. L'ancienne Nicole l'aurait réservée immédiatement. Cette Nicole est venue me voir en premier. Il y a une retraite de poterie dans le Perche le week-end prochain, mais je sais que tu voulais faire de la randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Tu devrais aller à ta retraite si tu veux. Je veux aller en randonnée avec toi. Nous sommes allés en randonnée. La première activité de week-end que nous avions faite ensemble depuis des mois. Elle était sincèrement présente. Son téléphone était la plupart du temps rangé, elle parlait d'idées, de plans et de possibilités, pas d'exigences ou d'emploi du temps, mais de vrais rêves que nous pourrions construire ensemble. À la 8e semaine, même ma famille l'a remarqué. La fête prénatale de ma sœur à Lille. Nicole n'est pas seulement venue, mais elle a aidé à organiser, à acheter un cadeau attentionné, à discuter avec tout le monde, semblait sincèrement heureuse d'être là. Ma mère m'a pris à part. Nicole semble différente. Contente. Elle essaie, ai-je dit. Es-tu heureux ? J'y arrive. 2 mois après ce dîner au café, un dimanche matin tranquille, Nicole a posé sa section du journal. Je pense à quelque chose. J'ai levé les yeux de la page des sports. À quoi donc ? Fonder une famille. Avoir un bébé. J'ai failli laisser tomber mon café. Quoi ? Nicole avait toujours dit qu'elle n'était pas prête. La carrière passait en premier. Elle voulait plus de temps. Le moment n'était pas le bon. J'ai réalisé que j'attendais le moment parfait, dit-elle. Mais le moment parfait, c'est quand nous sommes prêts ensemble. Et je suis prête si tu le es. Pourquoi maintenant ? Parce que je comprends enfin ce que signifie construire une vie avec quelqu'un. Cela signifie la construire réellement ensemble, pas seulement vivre des vies parallèles qui se croisent occasionnellement. Nous avons parlé pendant des heures d'enfants, du genre de parents que nous voulions être, de l'avenir que nous pourrions créer. Pour la première fois de notre relation, elle parlait de « nous » plus que de « je ». Tu sais que tu m'as fait du mal, n'est-ce pas, ai-je dit finalement. Je sais. Et je suis désolé. Pas « désolé que tu sois contrarié ». Désolé d'avoir été si aveugle à ce que je te faisais, à nous. Comment savoir que ce n'est pas juste parce que tu n'aimes pas les conséquences ? Tu ne le sais pas. Pas encore. Mais je vais te le montrer, aussi longtemps qu'il le faudra. 6 mois plus tard, nous étions des personnes différentes dans le même mariage. Le jeudi soir, parfois je jouais au football. Parfois, nous avions une soirée en amoureux. Parfois, Nicole allait à la poterie pendant que je faisais de la menuiserie. Mais nous en discutions, nous nous coordonnions, nous prenions des décisions ensemble. Nicole était enceinte de 3 mois. Nous regardions des maisons en dehors de Paris, des endroits avec des jardins et de la place pour qu'une famille grandisse. Elle avait changé, non pas en s'effaçant, mais en faisant de la place pour nous. Un soir, nous étions assis sur les marches de notre immeuble, regardant le coucher de soleil peindre le marais en doré. Elle s'est appuyée contre moi, mon bras autour de ses épaules. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Quoi ? Tu as eu exactement ce que tu avais demandé. Une indépendance complète. Tu n'avais simplement pas réalisé que tu n'en voulais pas vraiment. Elle est restée silencieuse un moment. Si, je la voulais. Mais je la voulais tout en te gardant. Je voulais tout, sans rien donner en retour. Et maintenant ?
Maintenant je veux tout donner. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Pas seulement de l'amour, mais un partenariat. Pas seulement un désir, mais un engagement. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, dit-elle. Merci d'avoir réalisé que le « nous » valait la peine d'être choisi. La femme qui m'avait dit que le mariage ne me plaçait pas au centre de sa vie faisait maintenant de moi son partenaire en tout. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. Parfois, ils ont besoin de se sentir invisibles pour comprendre ce que signifie vraiment être vu. J'ai appris que le respect de soi n'est pas négociable. Nicole a appris que la véritable